Recording in progress. Bien. Merci beaucoup Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir, même si de façon virtuelle, au sein de ces deuxièmes déjeuners jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LabEx Futur Urbain. Et je remercie tout d'abord à Anja Rijon qui introduira dans quelques instants la présentation d'Anaï Alviso Marino. Dont les titres est Des bronzes d'asphalte, édifier l'État par les monuments en ville dans la péninsule arabique. Avant de leur donner la parole, je voudrais simplement rappeler au nom de la codirection du LabEx Futur Urbain dans quel contexte s'inscrit cette initiative et quel objectif elle se donne. Donc peut-être vous le savez déjà tous, mais il est bien toujours de les rappeler. Donc Futur Urbain rassemble aujourd'hui environ 300 chercheurs et chercheuses issus des 14 unités de recherche et dépendant des 4 établissements. L'Université Gustave Eiffel, l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville, l'École des Ponts Paris-Tech et l'Université Paris-Est Créteil. Son activité est organisée autour d'une quinzaine des groupes transversaux thématiques qui incarnent pour nous des fonctions essentielles du LabEx, qui en clair on peut résumer à ces points-là. D'abord, favoriser la coopération entre chercheurs issus des différentes unités de recherche, ce qui est le principe constitutif de ces groupes. Contribuer à la production et à la valorisation, comme c'est le cas aujourd'hui, des connaissances scientifiques originales sur les transformations contemporaines des espaces urbanisés et des sociétés urbaines. Et, un point qui nous semble aussi très important, favoriser la sociabilisation académique des doctorants et post-doctorants et la formation au travail collaboratif au sein des collectifs ou d'environnements interdisciplinaires. Donc l'initiative du déjeuner, donc de ces déjeuners qui nous réunit ici, vise donc à impulser les dynamiques collectives et du débat scientifique en valorisant les forces vives du LabEx, c'est-à-dire les groupes transversaux, évidemment, mais aussi les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses qui accompagnent et soutiennent le travail de ces mêmes groupes. Donc c'est avec plaisir que je donne la parole à Anne Jarijon, maîtresse des conférences de l'Université Gustave Eiffel et chercheuse au LMVT, donc responsable du groupe transversal Pensée urbain par l'image, qui introduira elle ensuite la session d'aujourd'hui dédiée au travail d'Anaï Alviso Marino, ingénieure d'études recrutée au sein de ces mêmes groupes il y a 2 mois. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Bonne écoute et merci Anne, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir proposé cette occasion de faire intervenir Anaï Alvisomar qui vient de nous rejoindre. Et pour introduire Anaï, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur le principe du groupe transversal Pensée d'urbain par l'image pour circonstancier en fait une partie de ses propos, mais une partie seulement, puisque c'est le travail d'Anaï vraiment qui va être discuté tout à l'heure. Alors, le groupe Pensée l'urbain par l'image est un des groupes transversaux du LabEx qui a été créé en 2012 à l'initiative de Florine Balif, Cécile Cugny et moi. Donc, Cécile Cugny et moi continuons l'animation de ce groupe qui est un collectif franco-allemand qui réunit donc des anthropologues, des architectes, des géographes, des sociologues, des urbanistes, qui sont toutes et tous également photographes et ou vidéastes, ou du moins très impliqués dans ce que le film et la photographie peuvent faire à la recherche en général et à la recherche urbaine en particulier. Et le principe de ce collectif, c'est de conduire à la fois une réflexion méthodologique, mais peut-être plutôt épistémologique sur les apports des expérimentations visuelles à la recherche urbaine, mais surtout de produire aussi également des possibilité de réaliser des images ensemble. Donc, on est très impliqué dans un faire, dans une pratique collective, ce qui nous a conduit à privilégier dès le début de notre création une alternance entre des séminaires de réflexion, des journées d'études en raison de la dimension internationale de nos activités, mais aussi des ateliers expérimentaux qui progressivement ont pris la forme de résidences de recherche-création, donc des dispositifs dont on n'entend plus souvent parler aujourd'hui, mais quand on a commencé, c'était encore assez peu fréquent en France. Alors, ces dispositifs de recherche-création ont pu prendre corps dans des espaces et des temps assez différenciés et ont donné lieu à des productions scientifiques plus classiques, comme des articles de recherche, des ouvrages, mais aussi à des productions sur des scènes théâtrales, à des films, évidemment, des expositions photographiques et plusieurs sites Internet. Donc, on a
véritablement investi cette modalité d'écriture qu'est le web, à la fois en y réfléchissant sur le plan épistémologique et en tentant des sites dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui. Parmi les réalisations, on a eu peut-être quelque chose que je souhaiterais vous montrer tout de suite. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Non, ça ne va pas fonctionner, donc je ne vais pas le faire, ce n'est pas grave. Je voulais montrer notre ouvrage collectif, L'urbain par l'image, sur la suite de son éditeur Créafis. Alors, je l'ai quand même sous la main. C'est un ouvrage expérimental qui restitue un de nos premiers programmes de recherche sur les collaborations entre art et sciences humaines et qui a eu le malheur, ce livre, de paraître en mars 2020. Donc, c'était l'occasion de le montrer, mais ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. En tout cas, on a déployé plusieurs types de programmes de recherche. Un premier sur les collaborations art et sciences humaines, un autre programme sur les écritures alternatives de la recherche, que j'ai un peu évoqué en évoquant les sites Internet, et puis un troisième volet plus important dans le cadre duquel va s'inscrire le travail d'Anaï, un volet qui s'intitule « D'écrire les contre-regards documentaires ». Tout d'abord avec une première phase consacrée à des approches féministes, donc les mondes urbains photographiés et filmés par les femmes, et puis une seconde approche qui correspond plutôt à des interventions artistiques auprès de publics marginalisés, ou du moins de publics peu visibles, et la place de ces interventions artistiques dans les imaginaires territoriaux. Et c'est dans le cadre de ce dernier programme autour de ces contre-regards documentaires et des mémoires urbaines et territoriales alternatifs, et puis de tous les gestes d'archives qui constituent ces programmes, que nous avons eu la chance de pouvoir recruter Anaï comme ingénieure d'études. Donc, je suis ravie qu'elle soit là. Elle vient de nous rejoindre, donc on démarre une collaboration. Et ce qui nous lie, c'est effectivement d'avoir une attention forte sur des archives non officielles ou qui s'inscrit dans la dimension plutôt d'invisibilité des archives. Et en tant que producteurs et productrices d'images, nous sommes toutes et tous dans ce collectif L'urbain par l'image, conduit à produire des éléments qui deviendront peut-être des archives un jour, mais également de collecter, de faire advenir, de remettre en scène des archives visuelles, ça a été le cas dans différents projets, et d'interroger très fortement leur dimension performative. Anaï a aussi une pratique assez ancienne en fait, de recherche en lien avec des archives alternatives, des archives à découvrir, faire découvrir. Elle s'intéresse beaucoup à la matérialité à la fois des objets et des œuvres, puisqu'elle a beaucoup travaillé en collaboration et sur des artistes. Et c'est à la fois son intérêt pour cette remise au travail d'archives peu considérées, voire totalement ignorées, mais également pour des dispositifs de recherche-création qu'elle a déjà déployés dans ses recherches et qu'elle va continuer à déployer, que nous avons engagé la collaboration. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais ce qu'Anaï ouvre pour penser l'urbain par l'image, c'est d'abord des aires géographiques auxquelles nous nous sommes encore relativement peu intéressés au sein de Penser l'urbain par l'image, donc à savoir la péninsule arabique et son contexte politique, leur contexte au pluriel politique et institutionnel qui rendent particulièrement cruciales les questions de mémoire ou de contre-mémoire ou de mémoire alternative des lieux et des espaces ouverts. C'est également quelque chose qui se construit en lien avec des artistes pour lesquels je vais tout simplement donner la parole à Anaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Merci pour cette introduction. Et aussi, en fait, je suis très heureuse de pouvoir partager mes recherches en cours dans les cadres du LAVEX que j'ai rejoint récemment. Et je vous remercie aussi et tous ceux qui sont venus pendant leur pause déjeuner pour écouter cette présentation. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que ça devrait marcher? C'est bon?
Ça marche, oui? Ok, super. Donc, dans les minutes que j'ai devant moi, ce que je vais faire, c'est vous présenter une partie de mes recherches en cours, enfin des recherches qui retracent ou qui cherchent à retracer de l'image d'archives à la rue, la vie des monuments des années 70 à présent dans la péninsule arabique. Mais si les monuments nous font penser d'abord donc à l'espace public et aux rues des villes, les histoires que je vais partager avec vous aujourd'hui ne commencent pas dans la rue. Elles commencent dans des images. Donc, des images, des dessins, puis des images des maquettes, des modèles, comme ceci, puis des images, des descriptions, des intentions esthétiques. Des images trouvées dans des archives personnelles d'artistes visuels qui envisagent des ouvrages, des sculptures monumentales pour l'espace public des villes comme Koweït, Jeddah, Dubaï et Mascate, parmi d'autres. L'histoire d'un des monuments au cœur de ma recherche au Koweït commence ainsi dans des cartons et des dossiers en plastique où je trouve plusieurs dessins des monuments imaginés par un des artistes visuels qui est commissionné par l'État pour créer des ouvrages de sculpture pour sa ville. Ma perché le hanno già fatte e stanno facendo queste piazze. Pardon, est-ce que m'entend? Lui ci avrebbe dato quello, Scalo Salini, verso l'est Ingrid? Magari la prendiamo, sì. Che lui ci dava Ingrid? Vediamo se dare... Allô? Est-ce qu'on m'entend? Non, là, j'ai un écho. Est-ce qu'on peut... Ok. Là, ça va? Oui, tu peux repartir. Oui, ok. Donc, je disais, l'histoire d'un des monuments au cœur de mes recherches au Koweït commence ainsi dans des cartons et des dossiers en plastique où je trouve plusieurs dessins et des monuments imaginés par un des artistes visuels qui est commissionné par l'État pour créer des ouvrages de sculpture pour sa ville. Donc, au moment où je trouve ces cartons, dans le cadre des recherches postdoctorales en 2016 et en 2017 et qui se prolongent jusqu'à présent, ces dessins, ces images sont une porte d'entrée à une parmi de multiples histoires possibles à reconstruire à partir des archives personnelles donc, que j'excave et fouille dans les maisons des artistes, et, dans des galeries d'art privées, mais aussi au sein d'espaces créés et soutenus par l'État, comme par exemple les associations d'art plastique, les ateliers, et les sections ministérielles, et donc toutes des infrastructures créées et soutenues par l'État. Suite à mes premières fouilles dans ces archives, je m'intéresse par exemple aux photographies et aux cartes postales qui m'aident à retracer les voyages des artistes lors des biennales d'art des années 70 au Koweït, où se rendent par exemple des artistes yéménites que j'avais étudiés pendant ma thèse. Je trouve donc des ficelles pour reconstruire les cosmopolitismes panarabes des artistes, mais aussi les cosmopolitismes d'État, où, dans d'autres mots, cet effort de l'État pour faire des villes comme le Koweït et, dans les mots de ces artistes, de ces galeristes, des places to be. Donc, en invitant à cette époque des artistes reconnus dans le monde arabe, comme par exemple l'Irakien Dia Lazawi, mais aussi des artistes reconnus internationalement, comme à l'époque aussi, c'était Andy Warhol. Parmi toutes ces images d'archives et toutes ces histoires possibles, je décide de me concentrer sur un groupe d'images et de documents qui semblent correspondre à des monuments qui ont pu exister. En 2019, je retourne au Koweït avec l'objectif d'identifier la trajectoire biographique de ces monuments. Et je l'ai fait à un moment où je m'intéresse méthodologiquement à
à la reconstruction de la vie des objets issus de l'expression artistique. Donc là, c'est dans le cadre d'un second postdoctorat de l'EUR Artec. Et je l'ai fait aussi avec une aide à la recherche qui me permet d'approfondir des pratiques de recherche-création que je mène en collaboration avec des artistes et des architectes. J'arrive ainsi à reconstruire l'histoire d'un de ces monuments décrits dans les archives de l'artiste Khalifa Kattan. Donc, ce peintre né en 1934 et décédé en 2003. Et je l'ai reconstruit à partir d'entretiens reliés à des visites aussi aux divers lieux où ces monuments qui m'intéressent vivent dans la ville, suite à sa conception, puis sa production en Italie, puis son installation au Koweït, son inauguration, sa vandalisation et puis les relocalisations dans la ville. Cette reconstruction de l'itinérance biographique et physique dans la vie d'un monument, je l'ai fait avec une architecte et artiste koweïtienne, Dima Al-Ghunaim, avec qui on photographie, on filme, on enregistre des entretiens et on visite des institutions diverses comme les archives de la municipalité. Et donc, c'est la municipalité qui est en charge du master planning de la ville. J'essaie de lancer là un petit film, mais je vois que ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc, ça correspond à une des images d'archives de nos recherches à la municipalité. Et aussi, on visite les bureaux des martyrs de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990-91 afin de trouver plus d'informations sur les femmes martyrs et résistantes à l'invasion que les monuments qui nous intéressent est censé rendre hommage. Donc, ces femmes qui apparaissent dans les papiers, dans les documents qu'on trouve dans les archives, mais que l'installation dans l'espace public de la ville fait disparaître. Donc, les monuments, par exemple, n'auront jamais une plaque avec les noms des femmes martyrs. Donc, cette recherche collaborative a donné lieu à un article scientifique qu'on vient de publier très récemment dans les cahiers de l'imam et à la création aussi des cartes, mais aussi à la création d'images fixes et mouvementées, ainsi qu'à la création de nouvelles archives audiovisuelles qui, dans les mois qui viennent, vont être les points de départ des nouvelles expérimentations numériques et audiovisuelles sur lesquelles je dirai quelques mots, mais à la fin de mon intervention. Donc, cette manière de conduire une recherche sur la vie d'un objet et d'enquêter par l'image de manière collaborative afin de faire de la recherche un moyen de création devient aussi le nœud d'un projet beaucoup plus large sur la vie des monuments, non seulement au Koweït, mais à travers la péninsule arabique. Je pars ainsi des observations de terrain au Koweït, mais aussi à Dubaï et à Oman, et aussi au Yémen, car les objets issus de la création artistique et qui habitent dans l'espace public m'intéressent depuis un certain temps. Et je cultive l'intention aussi de pouvoir faire une recherche de terrain en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis dans un futur pas trop lointain. Je m'intéresse ainsi à étudier comment vivent, meurent et survivent les monuments au cœur de ces paysages urbains exorbitants de la péninsule, donc avec ces tours en verre qui défient le ciel et ces constructions gagnant du terrain sur les déserts et la mer. Quels enjeux politiques, urbanistiques et artistiques activent la création, l'installation et l'exposition des monuments sur l'espace public? Quels acteurs sont impliqués dans ces opérations et dans ces processus? Comment ce que font les monuments au paysage urbain nous informe aussi sur un régime politique? Et qu'en est-il de ce qui est fait aux monuments? Comment saisir alors ces actions qui redéfinissent les sens des monuments et qui les font vivre au présent?
Pour répondre à une partie de ces questions, je vais décrire alors les points de départ qui m'ont amené à les poser, ainsi qu'à formuler quelques hypothèses. Et je vais esquisser, même si c'est plus rapidement, les notions qui m'aident à construire ma boîte à outils pour y répondre. Je vais ainsi changer de focale. Donc, en parlant du corpus des monuments que j'envisage d'étudier sur plusieurs pays de la péninsule arabique, et aussi car je vais finir en esquissant comment ces recherches concentrées sur des villes de la péninsule intègrent un projet qui est envisagé à une échelle globale, qui est aussi construit de manière collaborative avec un artiste et réalisateur de cinéma et de projets numériques, donc un nouveau accroissement de l'art et des recherches numériques et en sciences sociales. Donc, mon projet sur les monuments de la péninsule pourrait ainsi être lu comme un chapitre parmi plusieurs chapitres possibles portant sur la vie des monuments à l'échelle globale. Et dans ces premiers chapitres, donc de la péninsule, je m'intéresse au contexte urbain, artistique et politique des villes de la péninsule arabique et du golfe arabo-persique pour explorer cette idée que je nomme l'édifice de l'État. Donc, cette notion d'édifice d'État me permet de faire référence à l'ouvrage monumental de l'État en soulignant l'ampleur et la complexité des gestes architecturaux, urbanistiques et artistiques qui font État d'une manière qui rappelle visuellement et symboliquement les monuments. Je propose ainsi d'entrer dans ces métropoles et dans ces ordres politiques par l'étude des monuments d'art public. Donc, des ouvrages, des sculptures monumentales réalisées par des artistes commémorant des lieux, des événements et des personnes et qui font partie du paysage visuel urbain. En tant qu'œuvre monumentale vivant donc dans l'espace public, les monuments offrent un accès direct et empirique à l'ordre politique et cela d'une manière que d'autres constructions, aussi spectaculaires soient-elles, ne peuvent permettre. Donc, de l'image figurative d'un souverain, comme on voit dans ces images, et dans les cas du Koweït, aussi dans les cas des Émirats arabes unis, et en passant par l'inscription des noms des martyrs de la patrie, donc et avec ces monuments aux morts et aux martyrs, tout en passant aussi par les images qui sont, alors on va dans un registre beaucoup plus abstrait, et des images qui célèbrent les patrimoines culturels, mais aussi dans ces registres abstraits et qui vont célébrer les patrimoines religieux ou encore un patrimoine culturel national. Donc, tout ce type de monuments exhibent sur l'asphalte des métropoles du Golfe et de la péninsule les représentations que s'est fait l'état de son essor, de sa légitimité et de ses ambitions. En observant ces monuments à partir d'une approche fonctionnaliste, on pourrait penser qu'ils existent dans l'espace public seulement pour donner forme à l'État, donc pour incarner la nation ou pour monumentaliser une histoire officielle. Mais ces monuments ne sont pas uniquement pertinents sociologiquement du fait de leur fonction. C'est ce qu'on fait et ce qui est fait de ces monuments qui en font des objets politiques et politiquement dynamiques et complexes. Je m'intéresse ainsi aux actions et aux interventions qui agissent sur les monuments. Et je fais l'hypothèse que ces actions et interventions qui redéfinissent les sens des monuments, c'est-à-dire les opérations symboliques et matérielles qui les contextualisent, qui les réactualisent ou plus largement, comme je disais, qui les font vivre au présent, sont des moyens plus ou moins routinières de représenter et d'agir symboliquement. Donc, des manières alors qui vont apparaître de façon récurrente pour représenter la valeur symbolique de l'État et de ses institutions ou aussi pour la contester.
je propose d'unifier ces types d'actions d'intervention sous la notion des répertoires de représentation, des récits officiels autorisés et validés par l'État dans ces contextes autoritaires. Cette notion dessine ainsi toute une palette de répertoires de représentation et aussi des répertoires de réactualisation de ces représentations. Donc, je pense à la relocalisation des monuments, la réappropriation, l'oblitération, le déboulonnage, la substitution ou la réinauguration, comme certains exemples des opérations symboliques hautement visuelles. Les propositions que je viens de vous esquisser, alors pour étudier les monuments, sont particulièrement intéressantes dans les contextes d'États relativement récents. Donc, dans les pays que j'étudie, ce sont des monarchies constitutionnelles ou absolues qui accèdent à l'indépendance de la couronne britannique, principalement dans les années 60 et 70, et qui est aussi une période marquée par l'explosion des revenus issus du pétrole. Et dans les pays au cœur de mes recherches, s'ajoute aux limites de l'expression publique d'indissension, donc qui est propre au régime autoritaire, il y a aussi la question de la représentation figurative liée à la religion en contexte des pays musulmans. La contrainte donc, de la figuration diversifie ce qu'un monument peut être, notamment parce qu'elle se formule en lien avec l'espace public, qui est le lieu de vie de ces monuments. Et ces lieux de vie deviennent alors pertinents à plusieurs échelles. Pour cela, je prends comme point de départ la ville et plus concrètement les métropoles et les villes de la péninsule arabique. La littérature scientifique sur ces villes problématise les mécanismes qui rendent ces villes superlatives par leurs projets monumentaux d'expansion urbaine, ambitieuses aussi par leurs projets d'expérimentation architecturale à fort capital culturel, audacieuse face aux contraintes climatiques et naturelles, ainsi qu'excessive dans leur croissance urbaine. Mes recherches proposent d'interroger autrement les dynamiques de transformation qui les traversent, et cela à partir d'un angle mort dans leur étude. Les monuments qui vivent dans les rues, dans les avenues, dans les ronds-points, et qui font partie de leur paysage visuel. Et plus précisément, les changements qui s'opèrent dans la vie de ces monuments et qui sont beaucoup moins visibles que ceux du cadre urbain où ils sont installés. Car les transformations urbanistiques, politiques ou architecturales en cours dans des villes en pleine expansion activent aussi de manière assez singulière la vie des monuments à de nombreuses échelles. Et par exemple, des monuments sont accidentellement démolis, comme dans le cas de ces monuments au Koweït. Ils sont relocalisés parfois même à plusieurs reprises ou vandalisés avant d'être mis à l'écart, aussi comme dans les cas koweïtiens. Ils sont radicalement détruits et aussi ils sont planifiés, mais ils finissent par être des projets qui n'aboutissent jamais, comme dans les cas émiriens. Mais les monuments sont aussi installés pour porter des histoires qui ne sont pas rendues explicites par des plaques, comme par exemple, et ça on les voit au Koweït, à Oman et aux Émirats arabes unis. Et partout dans la région, ils sont inaugurés, ils font objet des visites officielles et après ils passent à être des objets oubliés ou réappropriés aussi dans cet acte de se repérer dans la ville par des ronds-points. Ainsi, et contrairement aux villes qui les accueillent, dont les transformations sont largement médiatisées et étudiées, les monuments restent relativement invisibles dans les paysages urbains de la péninsule. Ils se présentent comme des objets immobiles du fait donc de leur taille imposante, mais aussi à cause de leur constitution par des matériaux qui, comme les bronzes ou la pierre, les rendent statiques en apparence. Pourtant, ils font l'objet de profondes interventions esthétiques, du dessin à leur installation dans la rue, mais aussi physique quand ils sont
relocalisés, restaurés, égarés, vandalisés ou au contraire exposés et mis en valeur. Donc, à cette échelle régionale, les changements qui s'opèrent dans les différentes étapes de la vie des monuments nous parlent aussi des politiques culturelles, mémorielles et urbanistiques qui font l'État. Et cet observatoire de la péninsule permet d'interroger non seulement cette présence du passé à partir des monuments qui commémorent l'histoire officielle des États, mais il multiplie aussi et renouvelle les possibilités de saisir la manière dont la représentation de l'État s'est défait dans un temps présent, projeté constamment vers le futur. Ces villes cherchent à matérialiser cette projection et les monuments donc participent à matérialiser cette manière d'édifier l'État vers le futur. Je reviens donc à mon point de départ, donc à ces images et à ces dessins qui retracent une partie de ces vies finalement très mouvementées. Mon approche méthodologique à ces images d'archives s'est construite donc autour des notions comme vie, trajectoire biographique et biographie, dans une démarche anthropologique reliée à une démarche sociologique soucieuse de reconstruire la trajectoire ou les parcours social, artistique et politique de chaque monument étudié ou envisagé pour être étudié. Et dans mes recherches autour des monuments, je combine donc ces deux niveaux, et macro pour la vie de toute une catégorie d'objets et micro pour suivre la trajectoire biographique individuelle de chaque monument, afin de me concentrer sur les transformations et les changements de signification qui s'opèrent en lien avec leurs conditions d'objets faits pour être installés dans l'espace public. Donc des objets qui vont intégrer les paysages visuels urbains. C'est ces changements que je cherche à interroger et à saisir afin de proposer aussi un questionnement sur ce qui pourrait être un monument. Et la péninsule permet de développer cette problématique d'une manière assez originale, car des projets à grande échelle, avec des centaines, voire des milliers d'ouvrages et sculptures faits par des artistes, sont restaurés, exposés, envisagés et projetés dans des villes comme Jeddah et Dubaï, de manière aussi similaire autant dans les années 70 comme dans les années 2020, en même temps que des initiatives étatiques beaucoup plus modestes en taille et en nombre ont lieu aussi dans d'autres villes et dans d'autres pays de la région. Ces contrastes posent de nombreuses questions. Par exemple, en portant un intérêt particulier à la dernière étape dans la biographie des monuments, donc c'est l'étape où s'opère la transformation d'objets, un objet à exposer ou objet à restaurer pour mieux les exposer. On peut interroger quels enjeux politiques activent ces expositions. Et aussi, si l'exposition et l'accès à la visibilité dans l'espace public et donc à la reconnaissance artistique et sociale sont la dernière étape d'une trajectoire de vie de ce qu'on peut identifier des vies bien vécues pour les objets que j'examine. Donc, c'est une notion de l'anthropologue Kopitov. Donc, selon cette notion de vie bien vécue, des vies au sein desquelles ces objets accèdent à être valorisés et singularisés en tant qu'œuvres d'art, qui nous disent donc des trajectoires de vie mal vécues des monuments. Donc, comment les monuments qui ne finissent pas dans l'espace public ou qui les font, mais dans des lieux qui ne sont pas accessibles au public, sans plaque, sans inauguration et sans visibilité ni reconnaissance autant artistique que sociale et politique. Comment ce type de vie permettent de comparer, de mettre à jour et de réactualiser des enjeux politiques, historiques, économiques et mémoriels qui activent ces échecs. Je cherche avec ce type de questions à retracer comment ces opérations symboliques et matérielles construisent la trajectoire biographique des monuments qui sont donc loin d'être des objets figés et inamovibles. Car leur mobilité dans la ville et la mobilité aussi, comme on voit au centre de leur trajectoire biographique, est rarement visible
est rarement étudiée ou historicisée. Donc, je m'intéresse à saisir cet angle mort que l'art public moderne contemporain représente encore dans les histoires de l'art de la péninsule, en proposant d'identifier, d'inventorier et d'interroger la catégorisation et la manière de fonctionner des monuments dans l'espace public de ces villes. Les images que j'ai montrées donnent à voir donc un corpus évolutif des monuments chronologiquement situés qui prend comme point de départ les années 70 quand des villes comme Jeddah et Koweït commissionnent, produisent et installent des monuments réalisés par des artistes visuels locaux et étrangers. Il se prolongera aussi dans les présents futurs, donc au-delà des années 2020, incluant aussi des monuments programmés et non encore réalisés. Au total, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier une dizaine de monuments au Koweït, donc des monuments créés entre les années 72 et 2014. Et dans le cas de l'Arabie saoudite, je m'intéresse à plusieurs centaines de monuments commissionnés et principalement à partir de 1972. Et dans les cas des Émirats arabes unis, on parle de entre 5 et 1000 monuments en tout. Donc, c'est un chiffre projeté et au sein d'une initiative qui, pour le moment, se limite à quelques dizaines de monuments d'art public. L'objet d'étude qui m'intéresse, donc les ouvrages des sculptures monumentales des villes de la péninsule arabique, me permet ainsi de tenir ensemble l'étude à la fois des espaces urbains, des espaces politiques et des pratiques artistiques et offre donc l'opportunité d'interroger des enjeux politiques, urbains et artistiques auxquels les monuments font écho parfois de manière novatrice. Donc à la lumière des rapports entre art et politique corrélatifs à la construction d'États-nations relativement récents, au sein des métropoles qui sont au cœur des transformations urbaines drastiques depuis les années 70 et en reliant aussi une riche variété d'acteurs qui confluent avec les moments où la recette pétrolière de l'État participe à créer ces grands monopoles urbains. Comme je disais tout au début de ma présentation, une des portes d'entrée que j'ai privilégiée dans l'étude de ces monuments est celle des images. Donc, celle des images, des dessins et des photographies trouvées dans les archives personnelles et institutionnelles et qui, combinées à des entretiens avec des artistes qui les ont imaginés, aussi et aux entretiens avec des architectes, des fonctionnaires de l'État ou des citoyens qui ont participé à leur donner une vie dans la ville depuis les années 70, permettent de saisir par différentes portes d'entrée la vie de ces monuments. Cette possibilité de saisir aussi l'urbain par l'image, donc du dessin à la rue, est aussi reliée au rôle des images au sein de mes recherches. Donc l'image est ainsi un moyen pour enquêter et un moyen d'expérimenter la recherche par l'image. Et c'est ce qui transpire de certaines images que j'ai partagées aujourd'hui. Et dans ce type de recherche, j'intègre donc la création photographique et filmique que je n'ai pas pu montrer, mais aussi cartographique et numérique que j'envisage dans des dispositifs de recherche collaboratifs. Je vais conclure et finir en les évoquant très rapidement, donc en disant aussi quelques mots succincts sur l'échelle globale de ces recherches. Par exemple, dans le cadre de la péninsule, je collabore avec une architecte et artiste au Koweït avec qui on a produit des enregistrements sonores, des enregistrements aussi visuels et cartographiques ou qui accompagnent la cartographie de la ville dans nos recherches sur la vie d'une sélection des monuments. Mais aussi dans le cadre du chapitre global ou mondial de ces projets. Donc, j'ai conclu par cette échelle globale du projet où s'intègrent aussi ces recherches que je viens de présenter sur la péninsule, mais ici dans le cadre d'un projet collaboratif, également de recherche-création,
dans lesquels on travaille à plusieurs mains, donc avec un artiste et aussi avec une équipe de scénaristes, programmeurs et monteurs sur un projet que pour l'instant, on envisage comme une carte du monde multimédia qui puisse permettre d'entrer dans la vie des monuments disparus, détournés, encore sur leur piédestal ou n'ayant même jamais pu voir le jour et qui ont représenté et représentent encore les conflits de l'histoire. Donc, et avec ces projets, ça serait alors la sous-section du chapitre et qui va se développer dans les mois qui viennent et donc qu'on va pouvoir développer dans les cadres des nouveaux moyens d'expérimentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anaï. Anne, je te passe la parole. Ou alors on donne la parole. Oui, je vais. Bien oui, juste pour introduire en fait le débat. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très synthétique mais extrêmement riche qui ouvre énormément de pistes de réflexion. Donc je vais juste en fait introduire le débat. Je voudrais revenir sur 3 points qui me paraissent importants dans la communication. C'est le rapport à l'histoire, le rapport aux archives et le rapport à la ville, et puis peut-être poser justement les questions par rapport à ce dernier rapport, le rapport à la ville. Alors, du point de vue de l'histoire, c'est vrai que même si on est sur un sujet très contemporain, très récent, pour autant, il fait énormément écho aux travaux des historiens et des historiens d'art sur ce type d'objets que sont les formes d'art dans la ville. Pour les historiens, c'est un sujet qui est très ancien, puisque déjà, en fait, dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, il y a beaucoup d'articles qui finalement abordent la question de la statuaire républicaine, par exemple, de la statuaire monarchique. Et si on transpose simplement le 19e siècle et le 21e siècle, on s'aperçoit comment ça peut faire écho à votre sujet. Mais ce qui est très intéressant, c'est que globalement, l'approche qui était celle des lieux de mémoire, c'est-à-dire de mettre en avant la nation, de mettre en avant la France dans la manière de considérer et de penser l'art public, ça a été quand même remis en question par les travaux plus récents d'art public qui ont mis au contraire l'importance de l'échelle locale et de l'échelle urbaine. C'est-à-dire que les villes ont aussi des choses à dire sur leurs propres monuments qui ne sont pas simplement des reflets de l'État et de la culture républicaine ou de l'idéologie monarchique, comme dans le cas de la péninsule arabique, mais aussi des choix parfois qui sont des choix qu'on peut comprendre à l'échelle locale. Alors, on avait pris conscience de l'importance de cette échelle locale quand on a travaillé sur les villes nouvelles il y a une dizaine d'années avec le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, et j'y ai pensé tout au long de votre communication parce que la méthodologie qui avait été choisie par les conservatrices qui étaient anthropologues de formation, c'était justement de refuser une seule lecture de l'art public et d'essayer de révéler plusieurs lectures. Et donc j'en arrive logiquement à la question de la place de l'archive. Vous avez à très juste titre commencé par l'archive. Alors là, ce ne sont pas vraiment des archives alternatives. Alors certes, ce ne sont pas les archives d'État, mais les archives des artistes, on devrait pouvoir les considérer comme des archives à part entière. Et quand Julie Guyot-Corteville ou Valérie Perlès avaient lancé en fait la labellisation Ville d'art et d'histoire pour Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est la première ville nouvelle et la première ville contemporaine finalement à avoir obtenu ce label en 2007, l'art public a joué un rôle considérable dans la labellisation. Et si elles ont réussi à labelliser, c'est aussi parce qu'elles sont allées rechercher les archives des artistes, comme ce que vous avez fait, c'est-à-dire rechercher les esquisses, les maquettes, des projets qui parfois sont reconfigurés, où on change d'échelle, des projets qui perdent leur sens quand ils sont déplacés. On en a un très très bel exemple à Marne-la-Vallée avec l'axe de la Terre de Piotr Kowalski, qui n'a jamais été conçu pour être dans cet espace-là, mais pour être en fait au départ à Bercy, et qui a donc été déplacé. Donc toutes ces archives d'artistes ont permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on trouvait dans les archives du ministère de la Culture et de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France, qui était très pauvre en matière d'archives. Donc
évidemment, on ne peut qu'applaudir dans votre démarche de repartir par les archives et de considérer que pour éclairer la trajectoire d'un monument dans la ville, il faut effectivement passer par des archives plurielles qui sont les archives du politique, les archives de l'urbanisme. Vous avez parlé à un moment donné de planification et de la place de l'art dans la planification, qui n'est pas toujours évidente à retracer, et puis les archives plus personnelles. Alors, vous n'avez pas parlé en matière d'archives de la presse. Or, en fait, quand on fait l'histoire des monuments, la presse est une source, la presse audiovisuelle, la presse papier, est souvent une source très intéressante parce qu'il se dit beaucoup de choses au moment de l'inauguration d'un monument. D'une certaine manière, la trajectoire d'un monument se joue aussi le jour ou au moment de l'inauguration. Et aujourd'hui, dans le contexte de Black Lives Matter, le moindre déplacement ou la moindre menace sur un monument donne lieu à des articles de presse très importants, et donc ça sera une source fondamentale. Alors, sans aller plus loin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, puis qui porte peut-être sur l'essentiel des questions, c'est le rapport de l'art à la ville. Vous avez dit à plusieurs reprises que le monument vit dans la ville, et qu'il y a donc un lien essentiel avec l'espace urbain, et ça, j'aurais bien aimé que vous puissiez y revenir. Est-ce que dans le cas des villes de la péninsule arabique, vous avez eu, comme on a trouvé dans les villes nouvelles dans les années 80, des interventions d'artistes se référant au land art, c'est-à-dire des artistes qui voulaient utiliser les possibilités de la ville, minérales ou végétales, pour édifier des œuvres d'art qu'on ne regarderait pas mais qu'on parcourrait. Est-ce que ce courant artistique a pu s'exprimer dans ces villes-là, ce qui pose évidemment autre chose comme question. J'étais très surpris de voir qu'il y avait un certain nombre d'artistes qui relevaient de la culture de la statuaire urbaine du milieu du XXe siècle, Jean Arp, Moore, Christo, Jeanne-Claude, Vasarely, etc. Est-ce qu'on trouve aussi la volonté de remettre des sculpteurs du XIXe siècle, en particulier la sculpture animalière, Barye, Rude, qui ont été en fait souvent copiés et recopiés? Est-ce qu'on a cette tentation-là, ou est-ce qu'au contraire, ces villes de la péninsule arabique sont résolument dans le contexte culturel de la modernité du XXe siècle qu'on prolongerait dans leur espace? Voilà, j'avais plein d'autres questions, mais je les garde de côté pour l'instant. Je vous laisse répondre, puis ensuite on passe la parole à l'Assemblée. Merci pour toutes ces questions passionnantes. Et je vais essayer de répondre autant que possible. Donc, oui, en effet, c'est lié à tout ce travail autour de la mémoire, des lieux de mémoire, et aussi ces croisements avec l'histoire et l'histoire de l'art. Et c'est volontaire. Et l'entrée par les archives, l'entrée par les archives, en fait, s'impose. Et ce n'est pas autant un choix, mais aussi c'est une imposition du terrain, et notamment que j'ai rencontré en étudiant les arts visuels au Yémen, donc dans un cadre un peu différent, mais pas si différent que ça. Donc avec un contexte des mouvements artistiques et des histoires de l'art, où il n'y a pas de musée d'art moderne contemporain, et où il y a très rarement des archives institutionnelles. Et cette entrée par les archives personnelles des artistes, en fait, c'est la seule entrée pour accéder à reconstruire plusieurs histoires qui s'inscrivent dans cette histoire de l'art d'un pays, de deux pays, dans les cas du Yémen ou d'une région. Donc, dans les cas du Koweït aussi, ça s'est présenté comme une imposition du terrain, et parce que les monuments continuent à être des objets très peu étudiés. Donc, aussi, les monuments, les sculptures, ce sens large que je propose d'ouvrages de sculptures monumentales qui servent pour commémorer des personnes, des événements et des lieux. Et notamment, les monuments qui m'intéressent sont des monuments faits par des artistes visuels, parce qu'il y a aussi d'autres types de monuments que je n'ai pas encore pu retracer, mais qui semblent être
fait par une fabrication plus détachée du pays et par des intermédiaires, des usines qui pourraient les faire à grande échelle et donc avec une externalisation. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui ont été faits par des artistes visuels. Et là, je reprends cette question d'archives alternatives. Et, en fait, ces archives, dans la mesure où ils permettent de rentrer à une histoire qui est écrite de manière différente que l'histoire officielle. Donc, cette histoire officielle, pour le dire très rapidement, et je vais faire plein de raccourcis, enfin, ce sont des États qui développent un mécénat très important pour la création de ces scènes artistiques. Et ça, on les voit au Yémen, et au Koweït, et aux Émirats arabes unis et aussi à Oman ou en Arabie saoudite. Donc, l'État joue un rôle très important dans la création de ces scènes artistiques. L'État donne des bourses pour que ces artistes se forment à l'étranger. À l'époque, c'est l'Union soviétique, mais aussi c'est beaucoup d'autres pays dans le monde. Et l'État aussi crée des espaces et les accueille. Et quand ces artistes rentrent chez eux et les offre aussi des emplois dans des ministères, dans l'université, dans les sections des beaux-arts, dans les musées militaires, par exemple. Donc, l'État joue ce rôle. Et dans ces contextes où l'écriture de l'histoire de ces mouvements artistiques est encore en cours de production, et par l'écrit, ça ne veut pas dire que l'histoire ne soit pas retracée par d'autres moyens localement, mais dans ces processus, ces archives sont relativement alternatives dans le sens de permettre de retracer des histoires qui n'apparaissent pas dans ces mécénats de l'État. Donc, notamment, ce qui m'intéresse sont, je l'esquissais un peu, ce sont les échecs, les malentendus, les projets inaboutis. Donc, cette façon dans laquelle on peut saisir comment les artistes envisageaient les rôles de l'art dans leur ville et qu'en fait, pour une quantité de raisons liées à la bureaucratie, liées à des contextes politiques changeants et liées aussi au rôle des arts visuels à différents moments, n'arrivent pas à aboutir. Donc, dans ce sens-là, ces archives personnelles sont des ports d'entrée pour saisir ces échecs et offrir aussi des récits alternatifs ou concurrentiels aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que je les identifie comme alternatifs à l'histoire officielle, mais aussi, dernier point sur cette question, ce sont des artistes aussi qui travaillent pour l'État, qui sont des artistes officiels, qui vont recevoir des commandes de la part de l'État et qui vont travailler dans les ministères, dans la municipalité, dans les musées militaires, et qui vont enseigner dans les espaces artistiques. Donc, c'est cette complexité-là qui m'intéresse de saisir et en parlant des archives officielles alternatives. Par rapport à la presse, c'est très intéressant, à regarder et c'est quelque chose que j'ai commencé à voir, mais c'est vrai que c'est crucial pour ces moments particuliers de la vie du monument qui est l'inauguration. Et par exemple, je l'ai fait, j'ai commencé à recueillir toute cette petite notice de la presse qui retrace l'inauguration, mais il faut que je puisse approfondir cette entrée par la presse et aussi par la télé, parce que ce sont des moments où il y a plusieurs dignitaires, donc il y a aussi des personnalités politiques invitées de l'étranger et qui font partie, qui sont des passages par ces pays et qui se retrouvent dans ces moments d'inauguration des monuments. Et la dernière question par rapport au land art, je ne suis pas encore en mesure de répondre complètement sur des initiatives pour édifier dans la ville d'une façon
d'une façon où les artistes s'approprient d'autres ressources. Il y a des cas que je n'ai pas encore pu étudier et curieusement, ça ne se passe pas dans la ville, ça se passe dans les desserts. Donc, c'est la réappropriation de cet espace aussi, c'est qu'en anglais, ils décrivent comme les hinterland, donc toute la partie non urbanisée et de dessert, mais aussi ça peut être les alentours des villes. Et là, par exemple, dans les cas de l'Arabie Saoudite, il y a toute une partie du dessert qui fait partie d'un grand projet étatique de valorisation de l'art public notamment, donc avec des monuments très extravagants construits en plein milieu donc on donne aux gens les coordonnées de géolocalisation pour arriver à cette partie du dessert et se retrouver en milieu du dessert avec un monument qui reprend la calligraphie arabe pour mettre sur les sables les mots d'un dirigeant, par exemple. Donc, de ces côtés-là, il faudrait explorer comment c'est cette autre possibilité de s'approprier de ces autres possibilités naturelles aussi. Et c'est relié à la création des monuments. Et par rapport à les sculptures animalières et cet accès à la modernité du XXe siècle, je suis encore en train de travailler sur la typologie des monuments. Et il y a des sculptures animalières, notamment dans ce type de monuments que je n'arrive pas encore à bien identifier, donc je ne retrouve pas encore les artistes qui les ont créés, mais notamment ce sont des monuments qui sont utilisés pour rendre culte au patrimoine national, culturel. Donc c'est la pêche, et c'est des tortues, des dauphins, des animaux typiques de chaque pays qui représentent aussi ces patrimoines culturel et national et qui identifie la nation par l'image. Donc, c'est aussi une piste par rapport à laquelle je n'ai pas encore beaucoup d'éléments. Merci. Merci beaucoup Loïc pour ces questions. Donc là, il est déjà presque 14 heures, donc s'il y a encore une question, mais très rapide. Moi, j'avais une curiosité en vous écoutant sans forcément maîtriser les sujets que vous nous présentez, et merci beaucoup pour la clarté. Justement, vous avez à moitié abordé la question parce que vous avez parlé d'un mécénat et à l'opposé, effectivement, des archives, donc ce qui me semble deux directions opposées vers lesquelles, disons, étudier et approfondir la question. Mais je me demande comment est-ce que c'est fait et se déroule et se porte aussi et se caractérise la commande de ces œuvres d'art. J'étais également étonnée lorsque vous avez montré des images, donc des sculptures, c'est une image en noir et blanc, donc où j'ai même reconnu un artiste italien, Gio Pomodoro, donc et donc je voyais là une telle diversité effectivement d'artistes et je me demandais comment est-ce que ça se fait effectivement la commande et comment est-ce que les artistes, disons, choisissent de se plier d'une certaine manière à une commande où ils ont une part, une marge de liberté pour justement répondre avec leur art à une commande très rapidement parce que malheureusement le temps est bientôt fini. Merci beaucoup pour cette question. Et oui, en fait, les commandes de l'État peuvent se relier aussi à cette volonté de l'essor cosmopolite de l'État. Donc, avec ces commandes réalisées notamment à des artistes étrangers, donc là, c'est l'artiste italien que vous avez pu voir, c'est dans les sculptures de Jeddah. Et ça part des initiatives de l'État, c'est financé avec les budgets de l'État, ça peut partir de la mairie et des municipalités et ça ne peut pas être centralisé. Donc, les villes agissent avec beaucoup d'autonomie dans certains cas.
Et ça fait partie, et c'est une des questions que je me pose à l'échelle régionale, comment se relient entre pays ces initiatives où l'État va commander des ouvrages de sculpture en Italie, et vont acheter aussi des œuvres de Calder et Henry Moore. Et là, il y a une distinction très importante que j'essaye aussi d'approfondir, c'est les commandes de monuments et des ouvrages de sculpture faits par des artistes internationaux et les artistes arabes, et comment ils sont exposés et historicisés. Parce que ce n'est pas la même visibilité, celle que l'État met en avant des ouvrages de Pomodoro, Calder, Henry Moore, et des artistes saoudiens, égyptiens, irakiens. Et ça, je l'observe autant dans les années 70, par exemple à Jeddah, mais ça continue à se reproduire aujourd'hui à Dubaï avec ce projet de 1000 monuments et dans les années 2020-30. Donc, il n'y a pas la même visibilité pour les artistes koweïtiens exposés à Dubaï dans ces projets que par exemple, un monument ou une sculpture de Botero à Dubaï aujourd'hui. Donc, c'est une question aussi que je me pose dans le cadre de mes recherches. Super, merci beaucoup Anaï. Merci. Donc, il est 14h02. Anne ou d'autres, s'il y a une dernière question. Bon, alors donc, Loïc, dis, tu veux intervenir? Non, je pense qu'il faut. Ok. On arrête. Bon, donc alors, un grand merci, un grand merci Anaï, merci Anne d'avoir introduit ce travail et merci vraiment Anaï de nous avoir présenté un travail si intéressant, inspirant, effectivement, comme quelqu'un a écrit dans les fils de discussion, donc qui nous a vraiment donc beaucoup plu et qui nous a surtout ouvert les yeux vers quelque chose, au moins à mes yeux, d'assez inconnu. Donc, merci. Je vous souhaite vraiment de continuer ces recherches dans les meilleures conditions. J'espère que l'ABEX vous permettra de faire ça aussi également. Et j'espère qu'également vous pourrez aussi travailler et trouver un environnement intéressant au sein du groupe Penser l'urbain par l'image. Merci à vous tous donc pour votre présence au sein de ces déjeuners. On vous donne donc rendez-vous pour les 15 mars pour le 3e déjeuner donc qui sera donc qui verra donc la présentation de Laura Cataline Echeverri, qui est aussi parmi nous, il me semble, oui, et qui sera introduit par Jean-Paul Hubert, hein, si je ne me trompe pas, Loïc, donc qui est vraiment les maîtres d'ouvrage de cette initiative. Merci beaucoup Loïc pour l'avoir porté. Donc voilà, merci à vous tous au 15 mars et bonne continuation et bon courage à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir.